Alors, j'espère que vous allez très bien. J'espère que tout le monde va très bien. J'espère que tout le monde va très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Biaïga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie d'un gouverneur italien d'autant de m'appeler moi Bonbon. Laisse-moi montrer 5 plein droit, El Padrino Camari de Alors voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de son excellence, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Nous voulons parler de lui. Si vous voyez bien le titre, j'ai dit, il est le Daïchi de la politique ivoirienne. Ça veut dire Alassane, le président Alassane, il est le plus influent parmi les politiciens ivoiriens. Et il travaille, il est celui-même qui a montré la nouvelle génération ce que c'est que l'investissement, ce que c'est que l'émergence, ce que c'est que l'évolution d'une nation, ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'économie, une économie stable. Il est le seul qui a montré ça à cette nouvelle génération. Et aujourd'hui en Afrique, il est un exemple. Même devant le président rwandais, Alassane a dévancé ce dernier. Alassane, le président Alassane a dévancé ce dernier. Et des gens même viennent en Côte d'Ivoire pour prendre des renseignements dans le but de pouvoir aussi orienter leur politique sur la voie du président Alassane Ouattara. Pour que leur pays puisse connaître ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre, l'émergence. Alors, voyons cela. Nous voulons encore que le président fasse un effort, qu'il aille encore plus loin. Parce que sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'émergence, sur le plan de la politique, de l'influence, politique ivoirienne, et même partout en Afrique, tout ce qu'il a, il n'a qu'à faire un effort sur le plan de la réconciliation. Oui, sur le plan de la réconciliation. Nous demandons au président de la République de faire un effort. Qu'il fasse un effort pour qu'il puisse accomplir totalement ce que les autres n'ont pas pu accomplir. Quand je le dis, je veux dire quoi par là? Ça veut dire que les autres n'ont pas pu stabiliser le pays. Le président Alassane a pu le faire. Les autres n'ont pas pu stabiliser l'économie ivoirienne. Le président Alassane a pu le faire. Les autres n'ont pas pu réconcilier les Ivoiriens. Le président Alassane, sur ce côté-là, il y a un tout petit peu de problème. Donc, il va revoir ce côté. Le président Alassane a pu investir, oui, sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les autres n'ont pas pu le faire. Maintenant, sur le plan de la réconciliation, que le président Alassane fasse un effort pour que ça soit un effort global et vraiment juste et complet. C'est-à-dire un effort global pour que ça soit juste et complet. Là, il n'y aura plus de tout parmi ces efforts qu'il aurait fournis pour mettre à la disposition du peuple ivoirien. Nous constatons qu'il prend de l'âge. Il prend de l'âge, il ne va pas rester éternellement au pouvoir. Et nul sur cette terre ne peut rester éternellement. Ça veut dire, personne ne peut être immortel. Nous sommes tous mortels. Un jour, on quittera ce monde et on laissera d'autres jeunes et on deviendra leurs aïeux. Mais en tant que vivants sur cette terre en ce moment, dans le présent, nous devons faire un effort pour pouvoir permettre à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien d'être en parfaite harmonie.
Alors, nous avons assisté à ce procès qui se passe à la CPI. Et Maître Naomi nous a fait sortir une ancienne vidéo où le président Alassane déclarait et affirmait que lui, le gouvernement ivoirien ne s'ingère pas au sein de la justice internationale. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu des avocats qui étaient présents au sein de cette salle d'audience qui représentaient l'État ivoirien. Donc, en un mot, il y a une petite contradiction. Quand le président a dit non, l'État ivoirien ne s'ingère pas là-dedans, et que ce sont les victimes, les avocats des victimes qui poursuivent cette affaire. Et maintenant, lorsqu'on voit des avocats qui sont devant la justice en train de représenter l'État ivoirien dans le but de demander le maintien de ces deux Ivoiriens au sein de cette cour, je pense que au nom de la paix, au nom de l'amour et au nom de notre identité ivoirienne, oui, au nom de notre identité ivoirienne, que tous les Ivoiriens mettent un peu bas la tête. Vous savez, il ne faudrait pas que le mauvais nom de la Côte d'Ivoire reste dans l'histoire partout dans le monde. Pour que demain on puisse dire oui, la CPI a pu condamner le premier président noir qui était ivoirien. Est-ce que c'est une bonne vision pour notre nation? Il ne faudrait pas qu'on dise qu'il y avait eu un président noir, plus son ministre qui avait été condamné, ils sont morts à la CPI. Et ces noirs-là, ils venaient d'où? Ils venaient de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une bonne image pour notre pays? Ce n'est pas une bonne image. Je préfère que le gouvernement ivoirien fasse un effort, même si ils devraient être condamnés, qu'on les condamne en Côte d'Ivoire, que de les condamner à l'étranger. Il ne faudrait pas que le nom de la Côte d'Ivoire soit dégradé. Et il ne faudrait pas que le nom d'Alassane soit dégradé. Il ne faudrait pas que aussi le nom de tous les nordistes de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont de confession religieuse musulmane, soient ternis au nom de ces actes qui se passent. Parce que demain, les gens diront que les musulmans de Côte d'Ivoire sont mauvais, les nordistes sont mauvais parce que ils sont au pouvoir, donc ils ont attrapé les autres ethnies pour les amener chez les blancs et les condamner. Et ils étaient impliqués dans la justice. Ce n'est pas une bonne image. Or, en Côte d'Ivoire, on ne trie pas. Que ça soit nordiste, sudiste, un élément de l'ouest ou centre ou de l'est, nous sommes tous ivoiriens. On a une seule identité et cette identité, c'est la nationalité ivoirienne. Donc, nous sommes ivoiriens, nous avons une seule patrie. Et au nom de cette patrie, on doit défendre le droit de tous les Ivoiriens, partout où ils soient. Que tu sois nordiste, on s'en fout. Que tu sois un ressortissant de l'ouest, on s'en fout. Que tu sois un ressortissant de l'est ou du sud, en passant par le centre, partout où tu te trouves, si tu as des problèmes et que ton frère ivoirien se trouve là, il doit te défendre. Même si tu n'as pas raison, il doit te défendre. Maintenant, on dit les linges, ça se lave en famille. Cette histoire de procès, on doit mener ça en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà condamnés là-bas. Mais le fait de les maintenir là-bas, ça fait quoi? On ne sait jamais quand est-ce que les gens ils vont mourir. Imaginons, on dit, bon, en les maintenant là-bas, on va éviter une crise. Bon, si une crise doit arriver là, ce n'est pas la présence de Gbagbo qui va déclencher une crise, ce n'est pas son éloignement qui va déclencher une crise. Est-ce que vous comprenez? Si une crise doit venir, ça va venir. Si une crise ne doit pas venir, ça ne va pas venir. C'est Dieu qui décide. Si quelque chose vient, c'est que Dieu a voulu. Mais est-ce que les gens ne prient pas en Côte d'Ivoire? Est-ce que la présence d'un individu peut déclencher des événements? Si ces événements se déclenchent, c'est que Allah avait prévu que ça se déclenche. Si ces événements ne se déclenchent pas, c'est que Allah n'avait pas prévu que cela se déclenche. Donc on ne peut pas être croyant et encore minimiser son Dieu en qui on croit. Lorsque tu mets ta foi en doute, c'est que tu n'es plus un croyant. Parce que pour toi, la présence d'un individu est égale au déclenchement des événements au sein du pays. Et donc, ça créerait le désordre. Et ton Dieu que tu adores, est-ce qu'un individu est-il devenu un Dieu? Non, l'individu n'est pas Dieu. Alors, lorsque tu crois en Dieu, et que tu te dis
que matin, midi, soir, tu pries ton Dieu, que ce soit Jésus ou Allah, c'est que tu sais qu'il y a un esprit suprême qui domine le tien. Et donc, c'est cet esprit qui détermine la destinée d'un pays, la destinée d'un individu. S'il doit avoir guerre, quelles que soient les manœuvres que les gens feront, si Dieu dit qu'il va avoir guerre, il aura la guerre. Ça ne peut pas être évité. Si Dieu dit qu'il n'y aura pas de guerre, quel que soit ce que les gens feront, il n'y aura rien. Donc le dernier mot, c'est Dieu qui détient cela. Donc ne mettons pas le destin de la Côte d'Ivoire dans les mains de Dieu. La présence de Gbagbo est égale au désordre total. Mais est-ce que le destin, c'est-à-dire l'arrivée de Gbagbo est égale à la décision de Dieu? Est-ce que l'éloignement de Laurent Gbagbo est égal à la décision de Dieu? Non, loin de là. Donc je pense que tous ceux qui sont musulmans ici, tous ceux qui sont chrétiens ici, qui pensent, qui croient en Dieu, qui prient matin, midi, soir, au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom d'Allah, ils n'ont qu'à mettre les cœurs, ils n'ont qu'à désarmer les cœurs. Parce qu'on ne va pas prier Dieu pour avoir la haine. On prie Dieu pour apaiser les cœurs. Sinon, Dieu n'allait pas, personne n'allait adorer Dieu. Quand tu commets un péché, tu demandes pardon à Dieu de te pardonner. Voilà pourquoi les musulmans disent qu'après la mort, là, Dieu va peser le nombre de péchés de chaque individu afin de déterminer sa destinée. Si tu dois aller en enfer ou au paradis. Donc, les péchés, les bienfaits sont pesés là-bas, au-delà, pour que Dieu puisse te situer là où tu iras. Mais le fait d'avoir la haine contre ton prochain, là, ne penses-tu pas que c'est un péché? Et donc, ce péché-là, tu penses que le jour où tu vas mourir et que Dieu va peser tes péchés, il va écarter cela. Pour dire ça, ce n'est pas un péché parce que tu as eu la haine contre un individu. Donc, ça, je déclassifie cela, ce n'est pas un péché. Voilà, je vais peser seulement tes biens. Non, ça fait partie des péchés parce que la haine fait partie des péchés que Dieu a établis. Lorsque tu détestes quelqu'un, mais qu'est-ce que la haine pousse à faire? La haine te pousse à commettre un meurtre. La haine te pousse à limiter, c'est-à-dire à couper l'amour de Dieu qui te lie avec Dieu. Ça coupe cette alliance. Et Dieu ne veut pas des personnes haineuses. Dieu ne veut pas des personnes haineuses. Donc, lorsqu'on se dit croyant, musulman ou chrétien, à un moment donné, on se doit de se repentir, on se doit de pardonner nos prochains. Mais lorsqu'on ne veut plus pardonner, et on fait semblant d'aller prier, c'est que ce sont des prières hypocrites que les gens y font. Lisez bien les livres saints. Il faut lire bien le Coran, il faut lire bien la Bible. Il ne s'agit pas d'aller parmi les gens parce que tu te blagues toi-même, tu ne blagues pas Dieu. Dieu, il te voit. Dieu, il voit ce que nous faisons et ce que nous pensons. La repentance, c'est de désarmer les cœurs, c'est de changer de vie. C'est de changer nos manières de voir les choses. Si tu voyais ça au témoin et que tu avais la haine, je vais en découdre avec lui, voilà ce qu'il a fait. Le jour où tu te répands, il faudrait que cette mentalité qui t'animait soit dégagée de ta pensée totale. Et il faut remplacer cette mentalité par une autre mentalité bien apaisée, bien réfléchie. Donc, que le président fasse un effort. Imaginons que il a déjà vu aussi, hein, il a à peu près, lui et Ouattara, c'est la même promotion, là, Bédié, Gbagbo, Alassane, c'est la même promotion. On les voit, ils sourient comme ça, mais un bon matin, il peut, je touche du bois, mais un bon matin, il peut mourir. S'il meurt, ce n'est pas le début de la guerre, mais ça restera dans la conscience de certaines personnes. Pour dire, ah, s'il venait au pays pour mourir là-bas, c'était mieux. Mais nous avons poussé la justice internationale de les maintenir là-bas jusqu'à il est mort là-bas. Est-ce que c'est un bon nom pour le peuple du Nord? Est-ce que c'est un bon nom pour tous ceux qui soutiennent Alassane? Nous tous. Est-ce que c'est un bon nom pour nous? Ils vont nous, c'est vous là qui maintenez vos frères au loin des trucs de votre pays, vous leur livrez au blanc pour les massacrer. Ça va rester dans l'histoire. Et nous, peut-être un jour, on quittera sur cette terre. Mais d'autres Africains qui ont vécu, qui voient ces faits, vont retransmettre ça à leur génération, de génération en génération. Et ils vont dire non, dans l'histoire, il était une fois, en Côte d'Ivoire, il y avait un peuple au nord qui avait majoritairement soutenu un nordiste qui a pris le pouvoir, avait livré
une autre communauté ivoirienne aux Blancs pour les vendre. Et il y avait une justice appelée justice internationale. Donc les Noirs, ils vendaient leurs propres frères noirs. Voilà comment les gens ils vont interpréter l'histoire. Et ce n'est pas normal. S'ils doivent être condamnés, on les condamne en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo n'était pas là-bas? Mais qui a semé des désordres? Il était dans une résidence surveillée. Bleu Boudé était là-bas. Personne n'a semé de désordre. Personne n'a lancé d'assaut pour dire qu'ils vont les libérer. Ils étaient là-bas pendant un bon nombre de temps avant qu'on ne les envoie à la CPI. Donc si Simone Gbagbo aussi, elle était en Côte d'Ivoire aussi en résidence surveillée. Hein. Elle est populaire en Côte d'Ivoire quand même. Mais elle était en résidence surveillée. Personne n'a lancé assaut. Personne n'a déclenché une crise parce que Simone Gbagbo est là-bas. Personne. Donc, c'est pas parce que Laurent Gbagbo, s'il revient, Bleu Boudé, qu'on les enferme là-bas, ils vont déclencher une crise. Loin de là. Ce n'est pas la vérité. Qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il ne soit pas là-bas, aucune crise ne va se déclencher. Vous parlez de son arrivée. Ça va mais si vous le prenez très tard la nuit pour qu'il arrive là-bas, c'est une condition que les gens peuvent signer. Pour dire qu'ils doivent arriver en Côte d'Ivoire pendant que les gens dorment. Ils peuvent atterrir à 3 h du matin, 2 h du matin. Les gens vont dormir, personne ne sait en Côte d'Ivoire. Et là, ils débarquent en Côte d'Ivoire. Si vous devez les garder dans une résidence surveillée parce qu'ils ont été déjà condamnés, c'est plus tard les gens vont apprendre de bouche à oreille que Gbagbo et Bleu Boudé sont déjà en Côte d'Ivoire, mais ils sont en résidence surveillée. Et donc, toute manifestation va se retourner contre eux. Et donc, du coup, les militants seront calmes. Aucun membre du pays ne va lancer un mot d'ordre pour dire non. Parce que ça sera un truc pour dire, si jamais il y a des manifestations et que lors de ces manifestations, des gens meurent, Laurent Gbagbo et Bleu Boudé prendront les responsabilités. Vous allez les voir, ils ne vont même pas manifester. Pour pouvoir sauver la peau de leur leader, ils ne vont même pas manifester. Donc, le fait de dire non, les garder chez les Blancs, ce n'est pas une solution. Parce que là, il ne s'agit plus de trucs de victimes. Là, c'est l'État même ivoirien qui est impliqué là-dedans. Pour dire s'ils arrivent, il y aura le désordre. Donc, on ne leur demande plus de rester à la CPI parce qu'ils ont tué des gens. On leur demande de rester là-bas au nom de trucs de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est plus une histoire de crime contre l'humanité, mais c'est une histoire maintenant de dire, bon, la Côte d'Ivoire, pour que ça puisse être stable, il faut les éloigner. Donc, ça veut dire, durant le reste de leur vie, ils vont être en exil, c'est-à-dire ils vont être maintenus par la CPI parce que si un jour arrivait et qu'ils mettaient les pieds en Côte d'Ivoire, ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça va créer des troubles, donc ils n'ont qu'à rester toujours à l'étranger. Ce n'est pas normal quand même. C'est pas bien pour l'image de la Côte d'Ivoire. Imaginons qu'il y a une élection en octobre. Le président élu, il va encore prendre les trucs. Bon, si on dit Gbagbo, ils vont dire non, ils vont mélanger le pays, ils n'ont qu'à rester là-bas. Bon, ils n'ont qu'à rester là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ce n'est plus une question de dire ils ont tué, mais c'est une question de stabilité. Donc, ils n'ont qu'à rester chez les Blancs. Il ne faut pas ils vont mettre pied en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, ils ont été condamnés en Côte d'Ivoire. Bon, vous condamnez des gens. Si ces gens ne doivent pas aller pour purger leur peine, pourquoi les condamner maintenant? Parce qu'on condamne quelqu'un dans le but de l'attraper et le mettre en prison. Mais tu ne peux pas condamner quelqu'un 20 ans et puis on dit, bon, on va les libérer. On va vous les donner pour qu'ils puissent aller purger leur... Vous dites, non, ils n'ont qu'à rester là-bas au nom de la stabilité. Mais pourquoi les avez-vous condamnés là-bas au pays? Voilà la question qu'on se pose. Donc, au nom de ça, la gâchette brute, je ne vois pas ça facile, mon frère. C'est au nom de l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, il y a tous les pays africains. Il y a des présidents qui font... On les arrête. Vous ne voyez pas le président cadien, Youssef Abreu, quoi là. C'est en Afrique qu'ils l'ont jugé. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire on livre nos dirigeants aux Blancs? Est-ce que c'est une bonne image pour... Voilà pourquoi certains Américains noirs se basent sur ça pour dire que c'est les Noirs, d'autres Noirs qui avaient vendu leurs parents aux Blancs dans le but d'avoir je ne sais pas quoi. Donc quand ils vont sur cette base, mais de nos jours on voit ce genre de choses. Ramenez-les au pays, s'ils doivent faire leur prison là-bas, ils font ça. Et puis c'est fini. Et même si Alassane accepte que Laurent Gbagbo vienne au pays, lors de son arrivée, s'il le salue, ils vont dire voilà quelqu'un
qui aime la paix. Ce que les gens ont dit de lui, il n'est pas comme ça. Et tout. Donc, c'est un nom encore. De toutes les façons, il ne va pas être il ne va pas être président. Il ne va pas être candidat. Puisqu'il était hors du territoire durant ces 5 dernières années. Maintenant, aussi, la justice ivoirienne qui l'a condamné. C'est la condition ivoirienne qui permet à ce que les candidatures des gens, des candidats soient validées. Maintenant, si on dit, bon, comme tu es condamné en Côte d'Ivoire, on ne valide pas. Comme tu es condamné là, il ne faut pas parler de politique. Tu vas être en Côte d'Ivoire, mais tu ne parleras pas de politique. On te déconseille de mettre ta bouche dans une politique quelconque. Mais il va rester calme. Puisque il se doit de respecter la justice ivoirienne. Donc, on peut poser des restrictions au niveau même du pays. On dit, on t'a condamné. Bon, on ne t'enferme pas, mais tu n'as pas le droit de parler de la politique. Tu n'as pas le droit d'aller là où il y a des rassemblements politiques, des meetings et tout. Tu ne dois pas t'exprimer là-bas. Donc, tu peux circuler partout, mais interdit de t'exprimer ouvertement. Mettre ta bouche dans la politique. Donc, voilà les restrictions qu'on peut lui imposer au niveau de la Côte d'Ivoire. Et une fois que ces restrictions imposées à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé, mais ça revient au même. S'ils étaient en Europe ici, c'est la même chose. Mais cette fois-ci, ils seront au pays. Et si Dieu devrait leur retirer le souffle de vie, ça allait être sur le territoire ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, là, de la manière ils sont ici, si quelqu'un il meurt, ta justice n'est pas... Tu meurs là, on ne t'envoie pas au pays, on t'enterre avec une grosse chaîne dans le pied. Vous voulez que ça soit un Ivoirien qui puisse être traité de la sorte un jour dans l'histoire de l'humanité? Dans l'histoire de l'humanité. Un président ivoirien qui a une fois dirigé le pays, ce n'est pas n'importe qui a une fois dirigé quand même le pays, même s'il a mal géré le pays, si nous reconnaissons qu'il n'a pas été à la hauteur, mais n'oublions pas qu'à un moment donné, il a été président. Et le liquider comme ça, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui n'est pas bien sur la scène internationale. Si on doit le condamner, il faudrait que ça soit en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit en Côte d'Ivoire, pas au pays, pas en Europe ici, pas en Occident ici. Parce que si le procès ne finit pas et puis un jour il meurt, ils ne vont pas donner son corps à la Côte d'Ivoire. Ils vont l'enterrer avec une grosse chaîne dans le pied chez les Européens ici. Mais est-ce que ça donne un bon nom à l'État ivoirien? Pourquoi tous les États africains sont là et puis ce sont les Ivoiriens seulement? Un petit problème seulement, ces pays. Petit problème seulement, ces pays. Il y a quoi? En Côte d'Ivoire, il n'y a plus de justice. Mais s'il n'y a pas de justice, que tous les palais de justice se ferment. Toutes les prisons de Côte d'Ivoire se ferment. Parce qu'on ne peut pas dire on a des juges, il y a une école, on vient des écoles pour former des juges, des procureurs, des avocats et tout. Et maintenant, quand il y a un souci, on prend les gens, on les envoie chez les Blancs. Mais à quoi bon de créer des instances juridiques au pays? À quoi bon de mettre les enfants à l'école pour aller apprendre le droit? À quoi bon d'avoir des palais de justice en Côte d'Ivoire? Mais lorsqu'il y a ces palais partout en Côte d'Ivoire et que les gens payent pour suivre le droit, devenir procureur, devenir avocat, devenir juge, devenir magistrat, en tout cas, dans tous les cas, on sait qu'il y a des coups de droit en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a des coups de droit, c'est parce que on sait que tôt ou tard, que ce soit président, que ce soit ministre, que ce soit un citoyen ordinaire, que ce soit n'importe qui, des gens vont commettre des infractions, des gens vont commettre des crimes, des gens seront contre la loi. Et donc, une fois, s'il arrivait qu'un citoyen ivoirien, quel que soit son titre, s'il commettait des erreurs, c'est pour qu'on le juge devant ces tribunaux ivoiriens. Et donc, si on a ces tribunaux et qu'on parvient à juger nos propres ressortissants, mais ça va être un grand nom pour l'Afrique. Mais c'est ça qu'on appelle l'émergence. Parce que tout ça, là, ça fait partie de l'émergence. Ils vont dire pour la première fois, la justice ivoirienne, étant équitable, juste, a pu juger son propre président, un président ivoirien qui avait commis des dégâts, un ministre qui avait commis des dégâts, la juridiction ivoirienne a pu les juger. Et ça allait être un exemple pour tous les pays africains. Ils allaient prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir aussi améliorer leur juridique, les essences juridiques. Mais nous, on veut donner l'exemple aux pays de la sous-région. On veut être
on veut être un phare pour les pays de la sous-région. On veut être le moteur exemplaire pour les pays de la sous-région. Et encore, c'est nous qui donnons nos dirigeants aux Blancs. C'est nous qui donnons nos dirigeants aux Blancs. Mais comment les autres pays vont nous voir? Ils vont dire, mais ceux-là, ils parlent d'une zone économique libre, ils parlent de l'émergence de l'Afrique, de l'émergence, l'indépendance réelle de l'Afrique, l'émergence et tout sur tous les plans. Mais c'est eux encore qui livrent les citoyens aux Blancs. Mais la Côte d'Ivoire, ils vont voir la Côte d'Ivoire comme un pays traître, un pays qui ne doit pas donner d'exemple aux autres pays. On doit faire rêver même les Blancs. La Côte d'Ivoire doit faire rêver les Occidentaux. Quand je dis bien, doit faire rêver, c'est-à-dire on doit être compétent dans tous les domaines. Que ce soit la justice, que ce soit l'armée, que ce soit l'économie, que ce soit en tout cas dans tous les domaines, les Ivoiriens n'ont qu'à donner un exemple aux pays européens pour leur dire qu'ils parlent souvent mal des Noirs, mais ce n'est pas n'importe... Les pays africains ne sont pas tous pareils. Et qu'il y a des pays en Afrique comme la Côte d'Ivoire sur laquelle on peut prendre un exemple fiable. Parce que voici ce que la Côte d'Ivoire est capable de faire. Voici ce que la Côte d'Ivoire est capable de faire. Mais ce n'est pas cette même Côte d'Ivoire qui veut donner une image, qui veut être ce pays qui veut être le flambeau des pays africains qui va encore fonctionner comme ça. Vous ne voyez pas en Libye? Le fils de Muammar Kadhafi, même malgré la guerre en Libye, les Libyens n'ont pas voulu donner le fils de Muammar Kadhafi à la CPI. Et ça, c'est un exemple d'un pays. Malgré ceux qui ont pris le pays, ils n'étaient pas d'accord. Ce n'étaient pas des amoureux de Kadhafi. Ce n'étaient pas des gens qui embrassaient Kadhafi sur les lèvres, sur les joues. Ce n'étaient pas des copains de Kadhafi. C'est des gens, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. Souvent même, certains enfants de Kadhafi ont été butés. Mais ils ont arrêté l'un de ses fils. Ils ne l'ont pas livré à la CPI. La CPI a fait toutes les demandes. Ils disent non, on ne le livre pas. Et eux-mêmes, ils l'ont jugé là-bas. Ils l'ont maintenu là-bas jusqu'à un moment donné. Ils savaient que bon, ils avaient beaucoup fait. De leur propre gré, ils l'ont libéré. Parce que c'est leur propre décision. S'ils veulent le libérer, ils le libèrent. S'ils ne veulent pas, ils ne le libèrent pas. Mais lorsqu'il est dans les mains des Blancs là-haut, si on dit bon, libérez-les, les Blancs vont dire non, on ne les libère pas. Aujourd'hui, les Blancs, peut-être, ils sont contents parce que l'État ivoirien s'ingère là-dedans. Mais le jour où l'État ivoirien va dire non, libérez-les, les Blancs vont dire bon, ces dossiers ne vous regardent plus, quittez dedans et tout. Ils sont bizarres, les Blancs. Benogo Drissa Touré. Mon frère, signer et ratifier, ça fait 2. Tu vois? On dit c'est un truc international. On peut signer mais ne pas ratifier. Tu reconnais, mais tu ne t'engages pas d'envoyer tes ressortissants là-dedans, là-bas. Voilà, que c'est clair. Tu reconnais que c'est une justice, comme toute autre justice. Mais tu ne prends pas l'engagement d'envoyer tes citoyens là-bas. Donc, reconnaître et ratifier, ça fait 2 choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, tu peux t'arrêter devant une femme, tu la dragues, elle reconnaît que tu es un homme. Ah oui, comme tout autre homme. Mais aller coucher avec toi, c'est un autre cas. Donc, c'est ça la Cour pénale internationale. La Côte d'Ivoire a reconnu que c'est une instance juridique, mais elle n'a pas ratifié pour envoyer ses ressortissants là-bas. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Reconnaître un truc, signer pour dire on va amener nos gens, non. Ça a été ratifié, ils ont souligné ça dans ces pays en 2014. Donc, en 2014, c'est là ça a été truc. Vous comprenez? C'est en 2014, ça a été, je ne sais pas si c'est en 2014 ou bien 2012 là, ou bien 2011, ça a été certifié pour reconnaître que la Côte d'Ivoire va dorénavant emmener des Ivoiriens là-bas. La preuve en est que le président ivoirien s'est rendu vite compte que ce n'était pas bien.
Voilà pourquoi devant l'Élysée, il a dit, je n'amènerai plus les ressortissants ivoiriens à la CPI. Pourquoi? Parce que lui-même, il a compris que ce n'était pas bien. Ce n'était pas une bonne image. Un petit truc en souci seulement, les Ivoiriens à la CPI. Est-ce que nous sommes les seuls Africains en Afrique? Il y a plusieurs Africains. D'autres, ils mettent leurs propres ressortissants dans la prison de leur pays. Mais nous, on se dit un État indépendant. Et nos ressortissants, on les prend, on dit les blancs, tenez. Comme si chez nous, il manquait de terre. Comme si chez nous, il manquait de trucs, de prison. Comme si chez nous, il manquait de maisons. Comme si chez nous, il n'y avait plus de juges. Mais s'il n'y a pas de juges, s'il n'y a pas de prison, s'il n'y a pas de tribunal, faut plus on va parler de justice en Côte d'Ivoire en même temps. Donc, avec toutes les compétences du président Alassane, nous lui demandons de libérer, de faire l'effort pour libérer son frère et son petit frère, son fils. Voilà, c'est son fils, Blé Goudé, parce qu'il peut le mettre au monde. Il est âgé que lui, 1000 fois, donc il peut l'accoucher. Donc, de faire un effort pour les libérer. Et s'il doit les maintenir en Côte d'Ivoire dans une prison, qu'il le fasse. De toutes les façons, ils sont déjà condamnés. Donc, si ils doivent repartir en Côte d'Ivoire pour réapparaître encore devant la justice, mais ça sera truc. Dans tous les cas, ils ne pourront jamais être candidats. Donc, ce n'est pas truc, vous voyez. Nous ne voulons pas une mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne voient pas loin. Moi, c'est ce qui me fait mal. Parce que quand je projette ma vision, je pense beaucoup à beaucoup de choses. Vous savez, nous sommes militants d'Alassane aujourd'hui, mais pour demain, là, on ne sait jamais. Alassane, il a pris de l'âge. Chers parents, chers amis, chers frères, chers soeurs. Alassane, là, il a pris de l'âge. D'ici 10 ans, là, Alassane ne sera plus la même personne que vous connaissez aujourd'hui. D'ici 10 ans, est-ce que Alassane pourra encore se arrêter sur ses 2 pieds pour tenir des discours? D'ici 10 ans, est-ce qu'il sera pareil? D'ici 10 ans, là, lorsqu'il ne sera plus fort, est-ce que dans son entourage, il n'aura pas des gens, sachant bel et bien que Soro Guillaume, qui est à côté, comme un renard, qui est à côté comme un loup, qui est à côté comme un lion, pour attaquer. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir sont là à lui faire subir, c'est-à-dire, je ne parle pas du président, mais tous ceux, il sait qu'il a des comptes à régler avec certains ministres en Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume, s'il voit une occasion, une opportunité, il ne va pas penser qu'il a ses propres frères. Il va les massacrer. Il ne va même pas penser à qui est nordiste ou qui n'est pas nordiste. Il va massacrer. Parce que là, il est haineux jusqu'à fatigué. C'est qu'il voit là, il se dit, ce sont ses propres frères du Nord là, qui le combattent. Donc, il est prêt à en découdre avec eux. Mais, comme il sait qu'Alassane est fort, il peut prendre sa patience. Hein. Là où il est protégé par ces mêmes blancs-là. Ils ne pourront pas l'arrêter. Il va faire son exil ici, son asile ici, rester là, faire ce qu'il veut. Mais d'ici 10 ans, parce qu'il peut tenir, d'ici 10 ans, si Alassane n'est plus là, est-ce que le régime, le RHDP ne va pas s'affaiblir? Est-ce que le RHDP ne va pas s'affaiblir? Est-ce que Soro Guillaume ne va pas avoir de force? Et imaginons d'ici 10 ans, imaginons que les Babo et Blé Goudé, ils soient condamnés. Par manque d'espoir, les membres du pays seront obligés de s'accrocher à Soro. Ils vont s'accrocher à lui. Et lorsqu'il verra qu'il a une force derrière lui maintenant, il a plusieurs militants derrière lui, il mélangera le pays en Côte d'Ivoire. Il mélangera le pays en Côte d'Ivoire. C'est ce qui m'inquiète. Donc, pour éviter tout ça, parce qu'il faut calculer loin. Aujourd'hui, il ne faut pas te dire qu'aujourd'hui, non, on est fort, donc on va ignorer. Non. On peut être fort au début, mais est-ce qu'avec les années qui passent, ceux qui étaient faibles, ils ne vont pas aussi devenir forts? Est-ce que quelqu'un d'autre ne va pas aussi les utiliser contre vous? Parce que c'est ça le vrai problème. On peut régner pendant des années, mais à un moment donné, on devient faible. Et lorsque tu deviens faible, lui qui était faible hier, qui est devenu fort, mais est-ce qu'il va te donner le lait? Il risque de te mater. Il risque d'en découdre avec toi.
pour éviter cette haine, pour éviter, pour mettre ça dans l'oubli, dans les poubelles, il faudrait qu'on apaise les cœurs dès maintenant, pendant que tout le monde est vivant, pendant que tout le monde, pendant que le pouvoir ivoirien est fort, il doit prendre des décisions pour apaiser les cœurs des uns et des autres, tous ceux qui sont en exil, tous ceux qui sont en prison, pour apaiser leurs cœurs et permettre aux militants de tous bords de désarmer leurs cœurs. Parce qu'il s'agit de la communication. Si réellement on veut apaiser les cœurs, les familles des victimes, là, il y a une manière de leur parler et puis ces familles-là vont se calmer. Il y a une manière de leur parler. Mais lorsqu'on ne veut pas que ces familles désarment leur cœur, c'est là on dit non, ils doivent payer. Quand c'est comme ça, mais ces familles aussi, ah oui, parce que c'est la douleur. Ces familles aussi disent, bon, vas-y. Mais il y a une manière. Et en Afrique, on gère les choses. Vous n'avez jamais vu les sorciers? Les sorciers qui bouffent, hein, ton enfant, au moment où il va réussir, la sorcier le mange. Et puis ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Vous le savez, vous savez que c'est lui qui a mangé l'enfant là. Même avant que la personne ne meure, la personne avoue, ou bien la personne voit les personnes qui sont là, hein, le tuer. Mais quand la personne meurt, la douleur est là, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. On envoie ça à la justice dit on ne reconnaît pas. Parce qu'il n'y a pas de preuves, on s'en fout, on dit allez-y là-bas. Et puis ce même sorcier, il passe devant toi. Et plus tard, vous finissez par vous saluer. Les cœurs se désarment. Moi, je vois un problème d'ici 10 ans. Si le gouvernement n'entreprend pas des vraies démarches pour prendre des vraies décisions concrètes pour le bien-être des Ivoiriens. Je dis bien, il peut y avoir un danger d'ici 2030 si le gouvernement ne prend pas le bon chemin. Ne prend pas le bon chemin. Vous savez, quand les gens ils sont désespérés, imaginons qu'on dit ils ont condamné Gbagbo, ils ont condamné Blé Goudé. Ils seront tellement désespérés que si quelqu'un il vient de nulle part et puis il essaie de faire la propagande dans leurs oreilles pour dire supportez-moi, je vais faire tomber le RADP, eux tous ils vont aller là-bas, wow, par manque d'espoir parce qu'ils n'ont plus de leader, ils vont aller se rallier à ce dernier. Et s'ils se rallient à ce dernier va se croire plus fort. Et ils seront prêts à faire n'importe quoi. Ils vont dire notre leader mort, ils vont nous tuer nous tous. Et ils vont tenir ce genre de langage. Or, Soro Guillaume, c'est un opportuniste. Soro Guillaume, c'est un profiteur. Et vous le connaissez. Lorsqu'il gagne une telle occasion, il ne va pas louper ça. Il va profiter. Aussi le malheur est arrivé et qu'on disait qu'on condamne Gbagbo, il va bondir sur cette occasion, sur cette opportunité pour essayer de déstabiliser le pays. Pour éviter et affaiblir Soro, c'est de libérer Gbagbo. Parce que si Gbagbo est libre, Soro, il est faible. Il ne peut plus rien faire. Je dis bien, si Gbagbo est libre et Blé Goudé, Soro, ses calculs politiques vont partir en l'air. Puisque lui, il espère récupérer les membres du FPI, du COGEP et tout, et le PDCI. C'est ceux-là qu'il compte récupérer. Donc, son Dieu qui prie là, c'est qu'ils n'ont qu'à condamner Gbagbo. Mais vous savez que aujourd'hui, le RAC, si jamais il y avait un problème en face du FPI et en face de Soro, qui, c'est-à-dire, je vais expliquer les choses pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, il y a eu des avocats qui ont représenté le gouvernement ivoirien pour réclamer le maintien, pour demander le maintien de ces gens-là en Europe ici, parce que leur présence en Côte d'Ivoire sèmera le désordre. Donc, au nom de la stabilité de la Côte d'Ivoire, le pays ne veut pas voir de tels individus mettre pied là-bas. Okay. Je prends un exemple. Entre Gbagbo, Blé Goudé et entre Soro Guillaume, quels sont ceux qui sont réellement dangereux, qui sont capables de tuer tout grand homme politique aligné, quel que soit le nombre que ces gens-là soient. Vous savez, si vous permettez à Soro Guillaume d'être puissant, lui, il n'a pas pitié, il n'a pas sentiment.
S'il faut même tuer Alassane, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon-Coulibaly, en tout cas, Soro, il va essayer de les éliminer tous pour qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il ne puisse plus avoir un concurrent. Je dis bien, pour ne pas qu'il y ait un concurrent qui va défier Soro Guillaume, pour que lui seul, il soit le leader du Nord. Comme ça, tous les nordistes vont se rallier à sa cause. Voilà la vision de Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas fini. Parce que si le gouvernement d'Alassane ne libère pas Gbagbo Ebré et qu'il pousse la CPI à les condamner, par manque d'espoir, Soro Guillaume aura des alliés. Des gens, des gars, vous n'avez pas vu, malgré que Gbagbo et Blé Goudé ont obtenu cet acquittement, mais il y a d'autres gars qui commençaient à se rallier à Soro. C'est son discours qu'il a fait dernièrement là, qui a fait fuir encore ses militants pour aller encore s'accrocher à Gbagbo. Donc, imaginons qu'on dit, moi, ils ont condamné Gbagbo. Et si Soro Guillaume, vous savez, c'est un menteur, il peut utiliser des mots, des termes pour les convaincre. Et s'il réussit à le faire, mais ils vont se rallier à lui. Ils vont dire, on t'attend, Soro. On t'attend, Trikotieni Banani. C'est toi seul qui peut nous libérer. Et ils vont mettre ces gens-là, ces genres de choses dans sa tête. Et Soro Guillaume va devenir puissant. Parce qu'il va devenir maintenant un grand leader et qui a plusieurs militants. Et donc, avec la mentalité qu'il aura, il va dire, bon, si je commence les hostilités au pays, il aura des gens qui vont me soutenir. Sachant bel et bien qu'il y a d'autres nordistes. Certains jeunes, pas beaucoup, mais certains jeunes du Nord qui vont me venir en aide. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui étaient FPI, PDC, et d'autres membres du PDCI vont se rallier à sa cause, d'autres membres du FPI vont se rallier à sa cause. Donc, il va se sentir puissant. Mais un Soro puissant devient un danger pour la Côte d'Ivoire et un danger pour les hommes politiques parce qu'il ne t'aidera pas à les éliminer tous pour s'imposer en tant que le seul individu politique. Je dis bien, rendre Soro Guillaume puissant et influent, avoir plusieurs militants, ça va devenir un danger non seulement pour le RADP, mais pour aussi leur propre vie. Parce qu'il ne va pas vouloir qu'il y ait un autre leader du Nord qui va lui défier Soro Guillaume. Vous n'avez pas entendu sa communication entre Bassolé et truc, où il disait que si telle personne est là, le Burkina ne sera jamais en paix. Et en même temps, dans ces mêmes écoutes, il a dit, j'ai éliminé IB et Tagro parce que s'ils étaient là. Donc lui, dans sa mentalité, il va se dire, bon, si moi, Soro Guillaume, je deviens puissant, si Ahmed Bakayoko est là, Amadou Gon-Coulibaly, Alassane est là, Tantanta est là, le pays ne sera jamais en paix, je vais les éliminer. Il ne va même pas parler de prison, mais il va aller jusqu'à leur ôter la vie. Je vous répète encore, il va aller même jusqu'à leur ôter, les abattre. C'est ce que Soro il sait. Donc, évitez de rendre ce nez de fer Doukou puissant. Évitez d'envoyer des militants envers lui. Évitez de donner les gros yeux à Soro Guillaume. Évitez de vous faire massacrer par Soro. Or, la libération de Laurent Gbagbo marque la fin totale de Soro Guillaume parce qu'aucun militant du pays ne pourra encore se rallier à Soro. Et Gbagbo ne fera pas de coup d'État. Tout ce qu'il sait faire, ce sont ses meetings et tout. Mais aujourd'hui, le gouvernement, c'est-à-dire, c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous allez structurer la chose, mais ces militaires, ils vont avoir les armes où? Puisque les frontières seront contrôlées par les militaires ivoiriens. Vous comprenez? Hier, vous avez dit les miliciens avaient des armes parce que c'est Gbagbo qui était président. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes président. Donc, ils vont passer par où pour faire entrer les armes? Ils vont passer par où pour se faire entraîner? Et tout. Vous aurez les yeux partout. Et vos oreilles seront partout. Et donc, vous allez pouvoir bien les contrôler. Ils ne pourront pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront jamais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Le pays ne formera jamais des individus ailleurs pour dire on va envahir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que le pays est mieux. Par rapport à le pays fort est mieux qu'un Soro fort. Le pays fort est mieux qu'un Soro fort. Parce qu'un Soro fort, c'est de couler le sang en même temps. C'est d'en découdre avec tous ceux qui ont permis à ce qu'il fuit le pays. Il n'a pas oublié ça. Il va régler ses comptes. Soro Guillaume, c'est quelqu'un, il est rancunier. Il n'a jamais toléré quoi que ce soit. Il va régler ses comptes.
il va, même que ça soit dans 30 ans, et que ceux qui sont au pouvoir, si un jour ils quittaient le pouvoir et que Soro Diom venait au pouvoir, il va les éliminer dans leur propre maison. Si même il faut massacrer leur famille, parce que de la manière il voit, ses frères ont été arrêtés et tout, il va prendre ça comme un argument pour dire, bon, je vais aussi régler mon compte. Donc, évitez de rendre Soro fort. Je préfère une opposition qui va sortir au sein du FPI. Forte qu'une opposition qui va sortir au sein du GPS qui va être forte. Je pense que c'est clair. Mariam Koulibaly. Il dit Mohamed de Mankono. Non, c'est pas vrai. Mes frères, c'est vrai. C'est vrai. Évitons n'importe quoi dans le pays. La présidente de Gbagbo ne va rien mélanger au pays. Il faut qu'Alassane montre aux gens qu'il est grand et qu'il a dépassé ces conneries-là. Et que lui, il joue dans une autre catégorie. Et que cette histoire de justice, il n'a rien à voir là-dedans. Et que Laurent Gbagbo ne le ferait pas. Parce que le fait d'envoyer pour dire, il n'a qu'à s'éloigner, ça va amener le désordre. C'est comme si les gens, ils voient ça comme la peur. Comme quoi le RADP avait peur de la présidence de Gbagbo dans le but de ne pas perdre les élections. Voilà comment les gens ils vont interpréter. Et Soro, maintenant, sa propagande va dire, bon, voilà, de la manière, ils sont là interférés au sein de la justice internationale, c'est comme ça ils m'ont chassé. Ce n'est pas une histoire de coup d'État, mais c'est parce que Alassane a peur. Et donc, il veut conserver le pouvoir, il m'a lancé un mandat d'arrêt. Voilà, c'est de la même manière, il envoie des avocats pour dire, faut pas que Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire. Donc, les gens, ils vont voir ça comme peur. Or, le RADP a bel et bien gagné les élections en 2010. Mais les gens vont dire, ils vont se reposer des questions. Mais si le RADP pense avoir gagné des élections en 2010, pourquoi le RADP a peur aujourd'hui d'une présence de Laurent Gbagbo? Est-ce que le RADP doute du poids politique du pays? Sinon, mais pourquoi ils envoient des avocats à la CPI pour dire qu'ils n'ont qu'à les maintenir là-bas sous prétexte qu'il aurait des trucs, le désordre? Est-ce que le RADP est incapable de maîtriser l'ordre, la stabilité en Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo vient? Est-ce que la sécurité ivoirienne est forte? Si oui, pourquoi l'arrivée d'un seul individu pourra déstabiliser le pays? Voilà. Parce qu'une stabilité qui est forte, un individu ne peut pas effrayer un gouvernement solidement assis, qui a une sécurité vraiment forte. Mais lorsque le gouvernement a peur et s'inquiète de la déstabilisation de son État, c'est que la sécurité n'est pas réellement garantie. C'est qu'elle n'est pas forte. Voilà comment des gens vont interpréter cela. Et pour éviter cela, il faudrait que Alassane donne une bonne image pour dire que la Côte d'Ivoire est sécurisée aujourd'hui. Quelle que soit la présence de Gbagbo, personne ne pourra déstabiliser la Côte d'Ivoire. Personne. Pour garantir aux Ivoiriens que oui, vraiment le Prado, c'est un patron, c'est un chef. Mais quand des avocats vont de l'autre côté pour plaider, pour dire non, s'il arrive, ça veut dire qu'on n'a pas réellement la sécurité en Côte d'Ivoire. Or, le RADP nous a dit qu'il y a la sécurité. Donc, on se plaindre de la présidence de Laurent Gbagbo qui apporterait le désordre, c'est que réellement nos militaires ne sont pas à la hauteur, nos policiers ne sont pas à la hauteur, nos gendarmes ne sont pas à la hauteur, ils n'ont pas été formés pour de tels événements. Je ne comprends pas. Parce que lorsqu'on forme des chefs, on forme l'armée, on doit les former, on doit former ces soldats-là, on doit la former, cette armée-là, pour toutes choses, toutes circonstances. Donc, lorsqu'on dit on a une armée et que la sécurité de la Côte d'Ivoire est comparée à celle de Londres ou de Suisse, mais l'arrivée d'un seul individu ne peut pas inquiéter ces soldats-là. On a combien de soldats en Côte d'Ivoire? On a au moins 30 000 ou 50 000. Donc, ces 50 000 sont incapables de sécuriser la Côte d'Ivoire si Laurent Gbagbo vient. Mais non, arrêtez quand même. Quand c'est comme ça, les gens ils disent non, c'est un acte politique. Peut-être le RADP a peur de voir Laurent Gbagbo sur le terrain dans le but de ne pas perdre les élections. Et quand c'est comme ça, vous êtes là à diminuer le nom du RADP. Nous soutenons le RADP. On doit prouver aux gens que quelle que soit la présidence de Gbagbo, Bédié,
gagne les élections dès le premier tour. On doit leur montrer que le RADP est un grand parti. Mais lorsqu'on a peur, on dit non, 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 on ne veut pas. Mais quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Les gens vont... Ceux qui nous critiquent là, ils vont dire vous avez peur. Si vous pensez que réellement vous êtes populaire, mais laissez tout le monde. Mais si vous fuyez et vous empêchez d'autres, c'est que vous savez que vous n'avez pas la popularité. Vous savez que vous ne valez rien au pays là-bas, donc vous écartez les adversaires politiques. Balchon photo. Oui, je comprends. On dit il est un assassin. Moi, je ne rentre pas dans ces détails, mais c'est que on ne doit pas oublier. Ce qu'on ne doit pas oublier, on sait que c'est une justice internationale, on dit justice internationale. Et l'État ivoirien a eu confiance en cette justice internationale. Parce que confiance à quelque chose, tu ne peux pas envoyer un membre de ta famille ou bien ton citoyen là-bas. Donc, on a cru, c'est-à-dire l'État ivoirien a dit en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de justice. Incapable de juger Laurent Gbagbo Blé. Donc, je vais essayer de préciser les choses pour que les gens comprennent. L'État ivoirien là, a décidé d'envoyer Laurent Gbagbo Blé à la CPI parce que dans le temps, ils ont dit en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de justice. Donc, la seule justice capable de juger Laurent Gbagbo Blé, cette justice internationale de la communauté internationale était la CPI. On les envoyait là-bas. Ça fait aujourd'hui 9 ans. Est-ce que vous comprenez? Ça fait 9 ans. 9 années. Est-ce que vous comprenez? 9 années. 3 ans de jugement. Juger. Et cette justice prend une décision finale. Là-bas, il vient de n'importe quel pays du monde. Hein. Il y a d'autres qui viennent de l'Amérique, d'autres de l'Europe, à tout cas, d'autres de l'Afrique. Donc, c'est dans une cour où l'humanité tout entière est représentée. La preuve en est que Fatou Bensouda, le procureur, elle vient de l'Afrique. L'autre truc, il vient du Nigeria. Il y a d'autres qui viennent de l'Amérique latine, d'autres en Europe, à tout cas, Italie, France, à tout cas, partout, il y a des procureurs, des avocats. Tout le monde est représenté. Et ces gens-là, ils sont formés. Ils ont été à l'école, ils ont suivi des grandes études pour ces genres de choses. Et vers la fin, après plusieurs années, 9 ans d'incarcération, ils trouvent qu'il n'y a pas de preuves. Donc le fait de dire qu'ils ont tué, on dit il n'y a pas de preuves. Tué. Donc on les acquitte. Voilà le vrai problème. Parce qu'il est bien beau de dire qu'il a tué, mais pour démontrer, c'est comme les gens ils ont accusé Alassane de la rébellion. Mais ils n'ont pas eu de preuves pour apporter, pour démontrer aux gens qu'Alassane est le père de la rébellion. Ce sont des accusations non fondées. Et donc aussi, ils amenaient Alassane devant une juridiction compétente, ils n'allaient pas pu le condamner parce qu'ils disposent d'aucune preuve pour attester que Alassane a été le père de la rébellion. Donc, c'était des fausses accusations. Quand c'est comme ça, on appelle ça des fausses accusations. Parce que tu dis des choses et en retour, on te demande des preuves, tu es incapable de fournir. Donc, voici, c'est dans le même standard. On dit Gbagbo et Blé ont tué. Ce sont des criminels, des assassins. Ils les ont amenés là-bas. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir, c'est le RADP qui est au pouvoir. Donc, le RADP dispose de tout moyen, c'est-à-dire l'argent, la sécurité, en tout cas. Le RADP a tout le pouvoir de pouvoir mener des enquêtes, avoir des preuves à sa disposition et donner ça à la Cour pénale internationale. Mais avec tout ça, il n'y a pas eu de preuves. Voilà le vrai problème. Donc ils disent qu'il n'y a pas eu de preuves, donc on ne peut pas les condamner sans preuve. Voilà pourquoi les témoins de la défense ne sont pas passés, n'ont pas apparu pour dire que non. Parce que s'il y avait des preuves, ils allaient demander aux témoins de la défense de venir défendre leurs clients. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de preuves, ils ont dit non, on ne peut pas continuer ce procès parce qu'avec 82 témoins, il n'y a aucune preuve. Donc, non, on ne peut pas continuer comme ça, on les acquitte. C'est le sens qui les ont acquittés. Maintenant, d'autres disent, ils sont assassins. S'ils sont assassins, pendant qu'on les juge, on dit preuve. Si tu as une preuve, amène les preuves.
Mais si tu n'as pas de preuves, mais tu la fermes. Voilà la vraie vérité. Donc, si tu n'as pas... C'est ce que aussi je dis au Probabo. Ils accusent Alassane d'être le père de la rébellion. Est-ce qu'ils ont des preuves? Non, ils n'ont pas de preuves. Qui la ferme pour... Il ne faut pas y voir accuser Alassane d'avoir été à la base de cette rébellion. S'ils n'ont pas de preuves, mais ils doivent la fermer. Maintenant, côté Gbagbo et Bleu, si les gens n'ont pas de preuves, ils la ferment. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont criminels, mais ils sont criminels. Tu étais où lorsqu'on cherchait les preuves? Tu étais là, tu regardais. Tu pouvais te dire, oui, j'ai des preuves, tenez les preuves. Mais tu n'as rien fourni comme preuve. On les acquitte, tu dis ils sont criminels. Quand c'est comme ça, on appelle ça de l'harcèlement. De l'harcèlement. Et de la haine. C'est la haine qui t'anime maintenant, ce n'est plus une question de justice. Parce que si c'est une question de justice, les faits sont là, on dit preuve, tu n'as pas de preuve, mais tu acceptes. Mais lorsqu'il n'y a pas de preuve, et quand tu dis non, c'est lui, mais ça devient ridicule. Et on voit que ça devient quelque chose d'haineux. Tu deviens haineux. Et donc, si tu étais à la place du procureur, tu allais condamner l'individu. Parce que tout simplement dans ta tête, tu te dis c'est lui, même sans preuve. Tu vas dire, oh, c'est lui, je le maintiens. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus, ça devient une justice partisane. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce que je voulais souligner. Donc, à partir d'aujourd'hui, ceux qui disent c'est des criminels, ils doivent apporter des preuves. S'ils sont incapables d'apporter des preuves, si c'est pour parler dans le vide, ils ont tué ça. Mais est-ce que tu les as vus lorsque les gens tuaient? Est-ce que tu as une photo qui atteste que oui, ils ont tué? Si tu dis ils ont donné, est-ce que tu as des messages qui attestent que oui, c'est eux qui ont donné l'ordre? Est-ce que tu as des vidéos qui montrent qu'eux, ils avaient des armes en train de tirer? Mais si tu n'as pas ça, tu te tais. Maintenant, tu cherches maintenant quels sont ceux qui ont tué. Voilà la vraie vérité. Parce que, je vais prendre un exemple. Tout récemment, là, les prêtres voulaient marcher, voulaient faire des manifestations en Côte d'Ivoire. Il y a eu des militants qui sont sortis pour tenir certains discours. D'autres disaient, chacun a son prêtre. D'autres faisaient des appels pour massacrer ces prêtres. Mais est-ce que c'est Alassane qui les avait envoyés? Imaginons que la marche avait eu lieu. Et que ces jeunes qui avaient lancé ces mots d'ordre exécutaient leurs mots d'ordre et qui tuaient ces prêtres. Ils vont dire c'est Alassane qui les envoyait. Mais non, ils sont partis de leur propre gré pour aller commettre des crimes contre l'humanité. Mais Alassane, en tant que président, n'a pas donné d'ordre à ces jeunes. Il n'a pas envoyé Al-Mustafa de rassembler les Bakaman de Côte d'Ivoire pour dire allez-y, posez tel acte plutôt. Donc, ce n'est pas parce qu'on est président que ce que le peuple fait, le président va contrôler tout le peuple. Est-ce qu'Alassane qui est au pays en ce moment, à Abidjan, qui est président de la République, est-ce qu'il sait ce qui se passe à Lakuta? Si quelqu'un a macheté quelqu'un là-bas pour le tuer, si des villageois en train de commettre des crimes, est-ce que c'est lui qui a envoyé ces villageois-là d'aller assassiner d'autres villageois? Mais d'ici, une intervention va venir pour apporter le calme. Mais il aurait déjà eu assez de dégâts. Donc, s'il y a eu des meurtres, des crimes, ils ne vont pas dire c'est Alassane qui a envoyé ces gens. Il n'a rien à voir là-dedans. Donc, lors de la crise, sachez bel et bien qu'il y avait assez d'armes qui circulaient. Il faudrait que moi-même, là, j'ai vécu la chose. Je dis bien, j'ai vécu la chose. J'ai été sur terrain, j'ai vu ce qui s'est passé, mes frères. Pour ceux qui sont de Makori, ils savent. Tous les commissariats de Côte d'Ivoire, les policiers avaient fui. Ils ont abandonné leurs armes. Et les jeunes du quartier, chacun partait se servir en calache et en pistolet. Il y avait des armes, les ordinateurs, ils ont volé tout. Et d'autres prenaient ça pour régler leur propre compte. Pendant ce temps, il y avait la guerre qui se passait vers Plateau et tout. Mais les gens, ils se tiraient dessus à Makori là-bas. Je dis bien, ils se tiraient dessus. Donc, il y avait des morts. Mais ces morts-là, qui envoyaient ces jeunes? Mais ce sont des bandits qui se sont armés pour aller s'aimer des troubles. Donc, quand on les voit, ils vont dire miliciens. Mais ceux-là, ils n'étaient pas des miliciens. C'est des gens qui se sont armés des voleurs, qui sont allés braquer. Ils braquaient même, ils tuaient des gens
Ils rentraient dans les maisons des gens pour les abattre, dans le but de leur arracher leur argent. Si on sait que tu as une entreprise et qu'on connaît chez toi, ils cassent ta porte, ils rentrent là-bas, ils t'abattent, et puis ils prennent tout ce que tu as. Ils encangoulaient leur truc, leurs yeux, et il y a d'autres qui n'encangoulaient rien. Mais la société Move sur la grande voie Move se trouve entre le grand carrefour de Makori et le grand carrefour de Koumassi. La société Move avec cause se trouve là-bas. Quand ils ont cassé, mais devant nous, les morts qu'il y a eu sur la grande voie, l'autoroute qui va jusqu'à Bassam, jusqu'à Trècheville, qui passe par Makori. Mais il y a eu des morts, mais ce n'étaient pas des soldats. Ces morts qu'il y a eu assez de crimes, des gens ont tué des gens, mais ce n'étaient pas des soldats. J'ai vu même certains jeunes du quartier qui tiraient sur des gens. Ils sont allés casser Move. D'autres prenaient unité, mais je sais que la société a dû griller les unités. D'autres ont pris des portables. D'autres ont pris le coffre-fort de Move et de cause. Ils ont pris parce qu'ils cherchaient l'argent. Et tous les ordinateurs de la société, beaucoup ont pris. Beaucoup ont volé ça. Et quand ils volent, quand il veut sortir, l'autre, il l'armée, il te tire là-dessus et puis il prend tes marchandises. Et lui, il part avec. C'était une question de vie ou de mort. Ceux qui avaient cassé le coffre dans un véhicule qui est venu, qui a massacré tous ceux qui a pris et qui s'est retourné à Port-Boué. Ce groupe-là venait de Port-Boué, qui a massacré ceux qui avaient volé l'argent du coffre-fort, qui les a massacrés et s'est retourné. Il y a eu des affrontements sur la rue Mercedes, à Makori. Ceux qui connaissent le bar qu'on appelle Pascal chez Pes, Nord-Ouest, il y a une rue qu'on appelle la rue Mercedes. Ils ont cassé ce magasin Mercedes. D'autres ont pillé les véhicules. Mais quand tu vois quelqu'un qui a un véhicule en train de pousser ça, tu la bats et puis tu prends le véhicule. Mais dans ça, est-ce que c'est Alassane qui avait envoyé ces gens-là? Est-ce que c'est Babo qui les avait envoyés? Personne ne les envoyait. Des armes dans les commissariats qui commettaient des dégâts au sein de la ville, qui volaient, qui pillaient, et ils ont commis des crimes. Mais ces crimes ont été associés. Des gens ont appelé ces gens-là miliciens, mais ils n'étaient pas, eux tous, ils n'étaient pas des miliciens. Et il y a des gens qui ont réglé leur compte personnel. Il y a d'autres, lorsque tu étais en palabre avec un autre, ou bien quelqu'un il t'a arraché ta petite du quartier, lorsque tu es armé, tu dis, bon, c'est mélangé, là, je vais aller le battre. La battre plutôt, je vais aller la battre. Et tu te rends chez eux, tu la bats, et puis ça ne va nulle part. Et des gens ont fait ça. En Côte d'Ivoire là-bas, beaucoup ont fait. Donc c'est morts qu'ils ont calculé, 3000 morts là. Il y a ça. Et je sais que ce n'est pas à Makori seulement, ces événements se sont déroulés. Je sais que ça s'est déroulé à Yopougon, à Bobo, à Trècheville, à Koumassi, en tout cas dans toutes les communes et même dans les autres villes. Des gens ont profité de ce brouillard, de ce mélangement pour régler les comptes. Et ceux qui volaient, ils partaient tuer pour voler. Donc on ne peut pas mettre tout sur la tête d'une personnalité politique. Quand même, on se connaît en Afrique là. On se connaît. Même malgré la sécurité des gens, ils prennent des armes pour aller braquer, pour tuer, non? Ils prennent des armes, ils abattent les gens. N'est-ce pas, on parle de microbes. Est-ce que les microbes là, c'est Alassane qui les envoie? Mais quand ils prennent machette, ils te machetent. Imaginons, ces microbes, imaginons qu'il n'y a plus de commissariat. Les policiers, ils fuyaient ces microbes, ils prennent des armes. Imaginons le dégât qu'ils vont faire. Est-ce que c'est le gouvernement Alassane qui va les envoyer pour dire allez-y, commettre de tels crimes? Mais non, personne ne va les envoyer. Eux-mêmes, ils vont s'envoyer de leur propre gré dans le but de piller, tuer, parce qu'ils n'ont pas de sentiments. Et donc, si les gens qui ne maîtrisent pas bien le pays, ils voient ces gens, ils vont dire que ce sont des miliciens. Oh putain, ils sont loin d'être miliciens. Ce sont des microbes qui ont bien des voleurs qui prennent ces armes pour leur propre gré. Donc, je demande au gouvernement de se retirer de cette affaire. Il ne faut pas que le gouvernement va s'ingérer là-dedans. Parce que lorsque le gouvernement s'ingère, c'est comme si c'était un harcèlement. On dit ils sont quittés, vous dites non, ils n'ont qu'à rester là-bas, faut pas, ils vont mettre pied en Côte d'Ivoire parce que ça va déstabiliser le pays. C'est quoi ça? Et donc, même si l'élection passe et qu'un nouveau président vient, il va dire non, tant qu'ils mettent pied, le pays va se... Donc, ils n'ont qu'à rester. Chez les Blancs, il ne faut plus jamais, ils vont mettre pied en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est plus une justice.
Là, il ne s'agit plus de... Ils ont tué des gens. Hein. Il s'agit de... Il ne faut pas, ils vont déstabiliser le pays. Donc, ils n'ont qu'à rester à l'étranger. Mais quelles sont ces manières-là? C'est qu'elle a fait ça. On sait qu'en Afrique, il y a assez de voyous. Donc, lors de la crise, là, des gens ont tué. Mais ceux qui ont tué la personne, qui les envoyait même? Est-ce que tu as déjà, un président a déjà une fois envoyé des voleurs d'aller cambrioler des magasins ou des entreprises, abattre des gens? Même avec la sécurité des gens, ils ont des armes, il y a des coupeurs de route là. Quel président qui envoie couper de route? Imaginons, on dit le pays, c'est mélangé. Coupeur de route, on lui donne une bonne calache. À un pistolet, mais il est heureux. Il va maintenant opérer librement. Tu le gênes, mais il t'abat. Il prend tout ce que tu as. Et tous ces morts-là, les gens, ils vont compter. Il y a eu tel nombre de morts, 3000 morts. Qui a tué? C'est lui-là qui a tué. Mais parmi ces 3000 morts-là, ce n'est pas lors des combats que ces gens-là sont morts. Ils ne sont pas tous morts lors d'un combat. D'autres sont morts parce que, si eux, ils avaient de l'argent. D'autres sont morts parce que ils étaient propriétaires. D'autres sont morts parce qu'ils étaient propriétaires des magasins. D'autres sont morts parce que, en voulant, ils ont découvert beaucoup d'argent. Donc, à son temps, ils sont d'autres groupes, hein, les ont vus et ils les ont abattus pour leur arracher leur bien. Donc, il y a eu ce mélangement en Côte d'Ivoire. Et moi, même avant que Laurent Gbagbo ne chute, si vous prenez le boulevard qui passe, Grand Carrefour, les gens, les corps étaient alignés comme ça. Les gens étaient couchés comme ça. Les gens étaient couchés sur le goudron. Ils sont morts. Ils sont morts. Beaucoup étaient morts comme ça, ils étaient couchés. Mais à Makori, il n'y avait pas de guerre qui se passait. Il n'y a pas eu d'affrontement militaire et rebelle. Non. À Makori, en tout cas, quand les rebelles venaient, il n'y a pas eu un affrontement entre les FDS et les rebelles. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas eu un petit affrontement même. Est-ce que vous comprenez? Les policiers ont fui les commissariats et tout. Donc, les gens qui commettaient les crimes, c'était les jeunes de Makori et Anoumabo. Anoumabo, vous savez que c'est un petit coin de Makori, il y a assez de voyous. Ces gens-là, ils vivent que du vol et tout. Donc, quand ils ont découvert cette potentialité, ils se sont dit, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on va se servir. Personne ne les a envoyés. Personne, je dis, personne n'a envoyé ces gens-là. Parmi eux, il y avait des Ivoiriens, d'autres, il y avait des étrangers. Donc, c'était le moment, ils étaient déterminés à se remplir les poches et fuir, quitter le pays. D'autres se sont servis. Parce qu'il n'y a plus de contrat, il n'y a pas de policier. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il faut tuer pour voler, pour te remplir les poches et fuir. Mais beaucoup ont fait ça. J'ai été témoin. J'ai été témoin. Même, il y a... Vous connaissez la rue Mercedes. Quand vous partez, il y a un grand magasin. C'est une grande entreprise où on vend les sucres, les carreaux de sucre. On fabrique sucre là-bas et tout, avec alcool. Il y a un petit qui a découvert beaucoup d'argent quand ils sont rentrés là-bas parce que les gens ils partaient là-bas pour prendre les sacs de sucre là, pour aller vendre ça aux femmes du lac qui font les baka là, à Makori. Donc beaucoup partaient, d'autres quittaient à Port-Boué, d'autres quittaient à Noumabo, d'autres quittaient à Makori, au 9e arrondissement, à Toucan. D'autres quittaient à Trashville pour venir se servir dans le magasin parce qu'il y avait beaucoup de sucre, sucre blanc comme sucre roux. Ils venaient se servir. Et ils ont découvert les grosses bouteilles d'alcool fort. En tout cas, l'alcool qu'on ne vendait pas dans les trucs là, ça se trouvait là-bas. Je ne sais pas quel genre d'alcool c'est, si ça partait chez les riches et tout. Ils ont découvert là-bas. Ils ont découvert ça là-bas. Et ils ont découvert beaucoup d'argent dans cette société. Les gens ont commencé à piller. D'autres ont commencé à voler les grosses bouteilles d'alcool. Mais il y a eu coup de feu. Ça s'est déclenché. Mais il y a eu des morts devant le truc. Parce que l'autre veut prendre, il veut se servir, l'autre veut se servir, tu es armé, tu fais quoi? Mais tu allumes ceux qui sont là. Et tu prends, toi à ton tour, quand tu veux sortir, l'autre il t'allume. Et c'était devenu la pagaille totale. Il y a l'argent, qui va prendre, qui ne va pas prendre. Ils se sont massacrés ce jour-là, à cause d'argent. À cause des trucs alcool aussi. D'autres ont bu. Ils étaient saoulés, ils les ont piétinés. Beaucoup les ont piétinés. Il y a eu des morts ce jour-là. Il pouvait, on dirait 40 à 50 morts ce jour-là devant le magasin. Là. Mais qui avait envoyé ces gens-là d'aller casser le magasin des gens, aller piller et suite à ce qu'ils ont vu à l'intérieur du magasin, ils ont commencé à se tirer là-dessus. 40 à 50 personnes qui sont mortes sur place.
Mais ces morts-là, ils les ont comptés, ils ont dit 3000 morts. Ces morts faisaient partie des 3000 morts. Mais Gbagbo n'avait pas... Parce que moi, j'étais à Makori. Avant d'aller à Yopougon, je sais ce qui s'est passé. Personne n'a donné l'ordre aux jeunes de Makori d'aller piller. Ils voulaient voler Cap Sud. L'armée française était là. Mais ils ont cassé Okadeco. Pour ceux qui connaissent Okadeco, non, j'ai dit Okadeco. Ils ont cassé Prima. L'armée française a surveillé Cap Sud. Okadeco a été cassé aussi. Vous voyez derrière Cap Sud se trouve Okadeco. Ça a été cassé. Il y a eu des morts là-bas. À la rue Mercedes, il y a eu des morts devant la grande société de Move Cause. Il y a eu des morts, des massacres. Okadeco, en tout cas. Et donc, Makori était étoffé de morts. Mais ces gens-là, ils ne faisaient pas la guerre pour le compte de Gbagbo. Eux-mêmes, ils s'entretuaient parce que chacun voulait voler. Chacun voulait prendre ce qu'il avait vu qui était bien. Puisqu'il y a des armes. Ils n'ont pas partagé des armes à ces gens-là. C'était suite à l'assaut des rebelles qui venaient, les policiers pris de panique, ils ont commencé à fuir. Ils ont fui le commissariat et tout. Parce qu'ils se disaient, s'ils ont des armes sur eux, en courant, et qu'ils tombent sur les rebelles, ils allaient les tuer. Donc ils ont commencé à fuir. Ils se sont mis en civil. Ils ont commencé à fuir. Ils ont fui le commissariat. Les jeunes ont dit, bon, à nous aller. Mais ils avaient fermé les commissariats en fuyant. Ils ont cassé ces commissariats. Ils ont pris ordinateur, tout ce qui appartenait aux policiers. Les armes, les calaches, les pistolets. À tout cas, ils se sont servis. Les splits, hein, les trucs pour donner frayons dans les maisons, ils ont tout démonté. Chacun a pris pour amener ça chez lui à la maison. Là, Kamso, il dit, je suis truc. Voilà quelqu'un. Si toi, tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, je connais la Côte d'Ivoire et je suis venu en Europe. Je ne suis pas venu avant la guerre. Tu comprends? Je suis venu en Europe quand j'ai vécu les faits. Donc, je suis mieux placé pour t'expliquer. J'étais dehors lorsque ça s'est passé. Donc, ce n'est pas à toi de me dire menteur. Tu vois, si tu n'as pas de respect, je risque de te bloquer. Mais comme cela n'est pas dans mon comportement, quand on t'explique, il faut demander. Quand tu dis je suis menteur, toi tu étais en Côte d'Ivoire, tu as vécu les faits. On te parle de quelque chose, tellement tu es déterminé à dire Gbagbo a commis des crimes. Donc je prends les gens, les microbes qui s'en vont agresser les gens, qui massacrent les gens, qui tuent les gens là. C'est Alassane qui les envoie. Alassane ne les envoie pas. C'est des gens qui prennent leurs propres initiatives. Imaginons que ces gens-là, imaginons que 3 commissariats, 4 commissariats, les policiers fuyaient leur commissariat et puis ils rentrent là-dedans, ils prennent les armes. Imaginons ces petits microbes, c'est qu'ils vont s'aimer à Abidjan. Mais ça serait un dégât pas possible. Parce que avec un couteau et machette, ils sont irréprochables. C'est des gens, on ne peut pas... Ils ne sont pas comparés à n'importe quel voleur. Ils sont déterminés à en découdre avec les gens à cause de 500 francs. Ou bien 100 francs même, il peut te tuer. Dans le but de prendre son café noir. Il est capable de te macheter. Ou à cause d'un petit portable. Il te machette et puis ça ne va nulle part. N'est-ce pas, Bobo? Les abobolais eux-mêmes, ils ont fait des trucs d'autodéfense. Au nom de quoi? Mais au nom de ces petits microbes-là. Qui tuaient les gens à Abidjan. Où on dit les enfants qui sont en conflit avec la loi là. Mais ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Histoire de vol, histoire de crime, histoire de ces bandits là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé il y a longtemps. Et quand il y avait la crise, c'était leur bonheur, ces gens-là. Parce qu'ils n'avaient pas où dormir. C'est des gens qui dormaient dans les rues, d'autres dormaient dans les maisons de leurs parents, mais c'était le vol qui était dans leur truc, dans leur sang. Mais avant, à Gamé, quand tu vas là-bas, la nuit, on ne vous demandait pas de trucs, de ne pas sortir la nuit, de ne pas aller se balader là-bas. À cause des portables, tu refuses, mais ils te poignardent et puis ils prennent ton téléphone. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Est-ce que c'est le gouvernement qui les envoyait? Au contraire, le gouvernement lutte pour mettre fin à ces gens de trucs, de démarches. Mais ces gens-là, eux-mêmes, ils prennent leurs propres décisions pour aller commettre des crimes. Et quand c'est comme ça, on dit qu'il y a l'insécurité.
Mais est-ce que c'est le gouvernement qui demande l'insécurité? Non. Donc moi, les faits que j'ai vécus, j'ai vu des gens. Mais si vous ne croyez pas, vous pouvez. Je peux vous mettre en contact avec des gens en Côte d'Ivoire là-bas, précisément dans mon quartier. Ce que je vous dis là, ils vont vous le confirmer. Ce ne sont pas mes parents, ce sont des gens du quartier. Ils vont vous le confirmer qu'à Makori là, lorsque les combats se passaient vers Treichville et truc plateau là, à Makori, ce qui se passait? Non, il n'y avait pas de sécurité. Qui pouvait maîtriser qui? Des gens fumaient, leurs yeux sont rouges, ils faisaient n'importe quoi. Tu vas t'imposer, ils t'allument. Tu as fait comment? Les gens couraient de partout, chacun se sauvait. Tu ne fais pas truc, balle perdue, tu te prends là-bas, tu meurs. Parce qu'ils sont déterminés à voler. Ils sont allés même, vous connaissez le ministre d'Envahi, chez lui, à côté là. C'est là le propriétaire de Cap Sud. C'est là il se trouve. Il dort là, c'est là il dort. Vous connaissez, je vous dis, j'étais sur le terrain, j'ai vu les faits et puis tu m'as dit mentel. Derrière Kouloko, il y a un collège, c'est un collège, je ne sais pas, technique, ou bien professionnel. Kouloko, on appelle ça Kouloko. C'est à Makori là-bas. Ça est à côté de Makori résidentiel, à côté de la maison de Donvaï, monsieur Donvaï. Juste sa maison et le propriétaire, la maison du propriétaire de Cap Sud sont collés. Il n'y a pas de truc. Ils sont allés casser le portail du monsieur, du propriétaire. Ils ont pris un véhicule en 4x4 parce que le portail ne voulait pas s'ouvrir, c'était blindé. Ils ont attaché un fil, je ne sais pas en fer, un fil de truc, des câbles, en tout cas un câble en fer. Et ils tirent, ils ont mis ça derrière le véhicule 4x4 pour tirer dans le but. Ils ont tout fait, ils ont fait tomber la porte, le portail. Ils sont rentrés là-dedans. Ils disent le monsieur a gardé beaucoup d'argent parce que c'est pour lui au Cap Sud. Donc il a gardé des milliards. Ils sont allés, je ne sais pas s'ils ont eu des milliards là-bas. Mais à tout cas, ils ont menacé la famille du monsieur que s'il ne donne pas l'argent, ils vont abattre toute sa famille. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des miliciens, c'était des habitants de Makori, d'Anoumabo qui le connaissaient très bien, qui voulaient aller le voler. Personne n'a donné d'ordre à ces voyous-là. Donc ils allaient tuer ce responsable-là. Et la France allait dire ils ont tué notre ressortissant. Donc c'est le gouvernement de Gbagbo. Ou bien ce sont les miliciens de Gbagbo. Mais pourtant ces gens-là, ils n'avaient rien à voir avec les milices de Gbagbo. Ils n'avaient rien à voir avec aucun gouvernement ivoirien. Ils n'étaient pas du côté des rebelles. Ils n'étaient pas du côté du gouvernement. C'était des citoyens normaux ivoiriens qui commettaient des crimes dans tous les sens. Ils tuaient pour voler. Ils ne tuaient pas pour soutenir Ouattara ou bien Gbagbo. Eux, ils tuaient pour voler, pour nourrir leur propre famille. C'était ça leur philosophie. Ou bien pour acheter leur drogue, pour survivre. Donc, ils ont commis ces crimes. Et je sais que parmi les gens qui sont morts, ils ont compté ces morts-là, parmi les 3000 morts. Ils ont compté ces... Voilà pourquoi je dis, en Côte d'Ivoire, tout le monde est impliqué dans les crimes qui se sont déroulés là-bas. Si on veut savoir qui a tué, il y a d'autres, ils n'ont même pas donné l'ordre, ils ont tué. Donc, si on veut sélectionner parmi la population, il y a des gens qui ont tué pour leur propre bien-être, pour avoir l'argent, devenir riche. Et suite à ça, beaucoup sont devenus, ils ont ouvert leur cybercafé. Ils ont ouvert leur cybercafé parce que les magasins des Arabes qu'ils ont pillés, à Makori résidentiel, parce qu'il y avait beaucoup de trucs, où il y a une clinique, où Aboudrama Sangaré est mort. Ce quartier-là, ce sont des Libanais qui étaient... Mais ils ont profité pour aller piller ces trucs-là, ces magasins-là, casser les magasins des gens. Aucun Libanais ne pouvait leur faire front. Eux tous, ils ont fui, ils sont allés se réfugier chez eux. Ils ont cassé leur magasin en train de prendre. Là-bas encore, il y a eu des morts. Quand vous connaissez la grande mosquée de Makori, ça appartient aux Libanais. Avant d'arriver en bas du pont de Treichville, grande mosquée de Makori comme ça. Quand vous partez, il y a un truc. Vous voyez, comment on appelle ça, le trésor public de Makori. Quand vous quittez vers la grande mosquée de Makori, vous montez comme ça, vous laissez côté, vous tournez le dos vers Treichville, vous partez, vous allez trouver le trésor public de Makori. Cette voie-là, il y a eu aussi des morts. Des gens ont tué. Parce que quand tu voles un ordinateur, tu as ça, quelqu'un il te voit, il est armé, il t'abat et puis il prend ton ordinateur. Mais il ne t'abat pas pour prendre ton ordinateur parce que Gbagbo l'a envoyé ou bien Alassane l'a envoyé. Lui, son ordinateur, il voit. Donc pour prendre ça, il t'élimine et puis il prend. Il n'a pas de sentiment.
Donc, ces crimes qui ont été commis, ce n'est pas à Makori seulement parce que je n'étais pas dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Je sais que si cela s'est passé à Makori, c'est qu'aussi, ça doit aussi, peut-être, ça s'est aussi passé dans d'autres communes. Mais c'est mort après la guerre. C'est mort que les gens comptaient. Qui sont parmi les 3000 morts. Imaginons. Ils vont dire c'est un leader qui a donné l'ordre. Oh, pourtant, les leaders, ils n'étaient même pas dans cette histoire, ils n'étaient même pas engagés là-dedans. Donc, quand il y a le désordre, il y a ce que le peuple lui-même il fait et il y a ce que le gouvernement demande à certains de faire. Parce que tout le monde ne suit pas le gouvernement comme ça. Tout le monde n'est pas là à suivre le gouvernement. Il y a d'autres qui ont leur propre vision. Et il y a d'autres qui sont là pour suivre le gouvernement. Donc, tous ces mots-là, n'attribuez pas ça à Laurent Gbagbo. N'attribuez pas ça aussi à Soro. N'attribuez pas ça à Lassane. N'attribuez pas ça à Bédier. Parce que chaque citoyen ivoirien, chacun a commis un acte barbare. Il y a d'autres, on ne les a même pas envoyés. Ils ont commis des crimes contre l'humanité. Tout simplement parce qu'ils voulaient voler. Il y a d'autres parce que le Mauritanien avait sa boutique. Il sait que le Mauritanien a beaucoup, il gagne, il casse, il le tue et puis il vide son coffre. Dans ça, tu as dit c'est président ou bien leader politique qui t'a envoyé. Arrêtez ça. Nous, on a vécu les choses, on a vu ce qui s'est passé. Les Blancs comme eux, ils ne connaissent pas. Quand ils voyaient ces gens, ils disaient que ce sont des miliciens. Mais eux tous, ils n'étaient pas miliciens. C'est des gens qui s'entretuaient pour voler. Pour régler aussi leurs comptes. Donc, voilà. Il y a un qui dit, c'était comme ça. Je sais que si ça s'est passé à Makori, Makori qui est une bonne commune. Parmi les communes de Côte d'Ivoire, Makori est quand même l'une des communes apaisées. Donc, si parmi les communes de Côte d'Ivoire, l'une des communes la plus apaisée, les habitants de cette commune ont pu se comporter comme ça. Imaginons les communes où les gens ne se maîtrisent même pas. Même s'il y a la stabilité, il y a des gens qui créent des troubles. Imaginons ce qu'ils ont pu faire pendant les troubles. Qu'est-ce qu'ils ont à jamais imaginé? Qu'est-ce que les gens... À Bobo, on n'en parle pas. À Yopougo, mais on n'en parle pas. Il y a eu ces dégâts partout en Côte d'Ivoire. Sans parler des autres villes. Donc, il y a eu ces crimes-là qui ont été commis. On ne peut pas s'acharner sur l'individu. Voilà pourquoi je demande aux gens, aux uns aux autres, de mettre bas la terre. De mettre bas la terre. Même les 6 femmes qui ont été tuées, j'aimerais expliquer les choses terre à terre. Il y a le complot aussi, il peut y avoir le complot. Vous savez, parce qu'il ne faut pas écarter un scénario. Dans une guerre, tous les moyens sont bons pour accuser l'autre. Je dis bien, dans une guerre, tous les moyens sont bien pour accuser l'autre. Tu peux tirer sur tes propres militants et dire que c'est l'autre qui les a accusés, mais tu ne les tues pas n'importe comment. C'est lorsque les autres ils sont en face que des gens parmi vous, ils peuvent tirer sur d'autres parmi vous et dire que c'est le camp en face qui a tiré sur eux. Dans le but de mettre la charge sur eux pour dire qu'ils tuent des civils. Parce que tout peut avoir lieu, tous les scénarios, on ne peut pas écarter quoi que ce soit. Donc les 6 femmes qui ont été massacrées à Bobo, si réellement la haine quitte là, si réellement le fait d'accuser coûte que c'est lui là, on enlève ça et puis on prend le sang-froid pour mener des bonnes enquêtes, je pense qu'on peut trouver les coupables. Mais lorsque la haine et l'émotion prennent le dessus, on ne peut plus mener une bonne enquête. Voilà, c'est ce qui a conduit cette histoire d'échec envers d'apporter les preuves contre Gbagbo pour dire que c'est Gbagbo et Blé Goudé qui ont tué ces femmes-là. Si on prenait le temps, doucement, doucement, est-ce que c'est un complot il y a eu ce jour-là? Est-ce que c'est Gbagbo réellement qui a donné les ordres? Qui était sur le terrain? Quels étaient les différents militants? On doit les appeler, ceux qui ont milité ce jour-là. Je dis bien ceux qui étaient parmi les manifestants, on doit les appeler. Pour leur demander, est-ce que parmi vous, il y avait des gens armés de la manière dont on veut le faire croire aux gens? Est-ce qu'il y avait des militants armés parmi les manifestants? Pour qu'eux aussi ils puissent donner leur point de vue. Est-ce que quand les autres ont tiré,
dans votre camp là, parmi les manifestants, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont aussi riposté sur soi-disant les policiers? Et tout, qui a tiré premier? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on fait les enquêtes doucement, en prenant tout le temps. On pourra retrouver les vrais coupables. Est-ce que parmi les policiers là, vous avez reconnu certains policiers? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît. Est-ce que parmi les policiers, vous avez reconnu d'autres policiers sur le terrain qui vous tiraient là-dessus? Est-ce que le chef policier qui donnait les ordres, vous le connaissiez? Voilà des questions qu'il faut poser. Maintenant, lorsqu'on a une idée arrêtée pour dire c'est lui là, on ne pourra plus trouver la réponse. On ne pourra plus trouver la réponse. On ne pourra plus trouver la réponse. Donc, le fait de voir 6 femmes tuées à Bobo, elles sont mortes. Mais qui les a tuées réellement? Voilà la question qu'on peut se poser. Est-ce que parmi eux, IB n'a pas infiltré des gens pour dire tuer ces femmes-là, pour dire c'est Babo? Est-ce que parmi ces gens, il n'y a pas eu des gens manipulés par Soro Dion pour dire tirer sur les femmes, pour dire c'est Babo, dans le but d'avoir le soutien de l'ONU ou de la France? Est-ce que Laurent Gbagbo lui-même n'a pas envoyé des militaires pour dire tirer sur ces femmes? Est-ce que ce n'est pas Blé Goudé? Est-ce que ce n'est pas Philippe Mangou? Toutes ces questions-là doivent se mettre sur une table. Maintenant, pour mener les enquêtes doucement. Mais non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas parce que ces femmes étaient des militantes du RADP que forcément leur maître vient du côté du pays. Non. Vous n'avez pas vu, on dit, l'armée française, la France a tiré sur ses propres soldats pour accuser le gouvernement. Ils sont poursuivis, les ministres, ils sont poursuivis aujourd'hui en France. Donc, tous les scénarios sont possibles. La France elle-même, là, elle a demandé aux pilotes, aux 2 pilotes biélorusses, de bombarder le camp français. Et ensuite, on dit que c'est Gbagbo qui a donné l'ordre. Donc, dans une guerre, là, tout est possible. Ça veut dire, tes propres militants, tu les massacres, et tu dis c'est l'autre qui les a tués. Et quand c'est comme ça, les gens, ils vont croire. Parce que personne ne peut se poser la question que toi, tu puisses oser donner l'ordre à d'autres de massacrer tes propres militants. Non, personne ne peut croire. Ils vont dire c'est l'autre, parce que c'est lui qui nous déteste, c'est lui qui nous a massacrés. Et donc, tout le monde va tourner son regard vers là-bas. Mais lorsque il y a maintenant la justice, tu es incapable maintenant de démontrer les faits. Tu ne peux plus apporter les preuves. Parce que c'est tout simplement une idéologie et non un fait réel. Le fait d'accuser l'autre qu'il est à la base de la mort de tes militants, c'est une idéologie, c'est une vision. Et donc, cette vision, tu la nourris comme la réalité. Mais lorsqu'on te demande de démontrer maintenant la réalité, tu as tout un problème parce que ta réalité qui se passe dans ta tête et ta conception ne se base pas sur des preuves. Car c'est une idéologie que tu nourris. Or, pour pouvoir attester réellement que ta vision que tu nourris au sein de ta tête est une réalité, il faudrait que cette vision soit suivie de preuves concrètes. Mais lorsqu'il manque de preuves, avec toutes les enquêtes, durant 9 ans, il manque de preuves, c'est qu'il faut aussi se poser des questions. Est-ce que parmi nous, il y a eu quelqu'un qui a pu manipuler d'autres pour tirer sur ces femmes dans le but d'accuser Gbagbo et avoir l'aide de la communauté internationale pour dire Gbagbo il tue des civils, il tue des femmes? Voilà les questions qu'il faut se poser. Moi, dans cette vidéo, je ramène aux gens d'apaiser leur cœur et de réorienter aussi quand même les trucs. L'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont bombardé leur propre tour. Il y a eu 3000 morts. Cela les a poussés à aller bombarder l'Irak. Donc, dans ce monde, tout est possible. Tu peux tuer tes propres citoyens, tes propres militants, et dire que c'est l'autre qui a fait. Pour que ça puisse te donner des arguments solides pour déclencher une guerre. Je n'en disconviens pas, les blessés ont témoigné et tout, ok. Mais n'oubliez pas aussi, parce que dans la crise ivoirienne, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous expliquais. Parmi l'armée ivoirienne, là, il y avait... N'oubliez pas, l'armée ivoirienne était composée de plusieurs personnes. Et ces personnes, chacune avait son idéologie.
Et les militaires, policiers et gendarmes, ils étaient aussi manipulés parce qu'ils avaient des contacts dedans et dehors. Je tiens à rappeler aux gens, je dis bien, l'armée ivoirienne, si Mangou a désisté, ça veut dire qu'il avait des contacts côté Gbagbo comme côté Alassane. Gabi Point, pareil. Kassaraté, pareil. En tout cas, parmi eux, beaucoup avaient des liaisons de part et d'autre. Donc, lorsqu'ils envoyaient leurs éléments sur le terrain, est-ce que les Ivoiriens se sont posé des questions? En envoyant ces éléments en mission, qu'est-ce qu'ils se sont dit avec Gbagbo et qu'est-ce qu'ils se sont dit en dehors des contacts qu'ils ont aussi avec les autres? Quel plan ils ont planifié dans les deux côtés? Voilà les questions qu'il faut se poser. Gbagbo peut leur donner des ordres pour aller tuer, mais aussi ils peuvent avoir l'ordre du camp Soro pour dire massacrer, pour qu'enfin on puisse dire c'est Gbagbo qui a massacré. Et sur le terrain, ils peuvent donner de l'ordre à leurs éléments d'aller commettre des crimes, sachant bel et bien que l'ordre ne vient pas du côté du gouvernement, mais dans ce cas, l'ordre vient d'ailleurs dans le but de mettre les crimes sur Gbagbo, pour dire ils étaient les éléments de Gbagbo. Donc, ce sont les éléments, les militaires fidèles à Gbagbo qui ont commis les crimes. Donc, parce que c'est ça, les enquêtes. Voilà pourquoi les Occidentaux, les Américains, ils ont développé cet art en eux. Même si tu commets un crime pendant 30 ans, 50 ans, ils reviennent sur les faits et puis ils se posent toutes les questions du monde pour qu'ils puissent avoir la vraie réponse. Moi, comme ça, imaginons que je suis un chef militaire, j'ai une unité. Et je suis pour la République. Le patron de la République peut me donner des ordres pour dire, Guégué, va dans telle zone, accomplir moi une telle mission. Mais pendant que je suis en contact avec le chef de la République, je suis aussi en contact avec ceux qui sont contre la République. Donc, ça veut dire que je joue sur deux côtés. Je communique ici, je communique ici. Donc, lorsque la République me donne l'ordre d'aller faire ça dans tel coin, je peux aussi informer ceux qui sont en face pour dire, ah, ils m'ont dit de faire tant. Ok, si tu vas là-bas, donne l'ordre, c'est ceux qui sont opposés maintenant à la République qui vont me dire, donne l'ordre à tes éléments de tuer des femmes. Et parmi mes éléments, je sais quels sont ceux qui nourrissent l'idéologie, qui sont d'accord avec ceux qui sont contre la République. Mais comme ils sont militaires ou policiers ou gendarmes, ils ne manifestent pas leur choix, ils ne manifestent pas leur position. Maintenant, je vais m'approcher d'eux pour dire, si vous partez là-bas, tuez tant. Et après, on va dire, c'est le pouvoir en place qui a fait ça. Oui, patron. Et quand eux, ils vont partir, ils vont exécuter ce que je leur ai dit. Ils vont commettre des crimes. Donc, du coup, le monde entier va dire, ah, le président a envoyé son élément et ces éléments sont allés commettre des crimes contre l'humanité. Et donc, le président, c'est lui le responsable. Oh, le président, il n'y est pour rien. Il n'a pas donné ce genre d'ordre. Il lui a dit, va faire ça, mais lui, il prend l'ordre que le président lui a donné d'aller faire ça. Il fait autrement par rapport à son calendrier qu'il a avec ceux qui sont en face. Donc, du coup, ça devient compliqué. Et donc, si les gens ne se posent pas de vraies questions, de véritables questions, ils risquent d'accuser ceux qui sont au pouvoir. Ils risquent d'accuser ceux qui sont au pouvoir. Imaginons aujourd'hui, par exemple, Alassane est président. C'est un exemple pour que les gens puissent comprendre. Alassane au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition. Imaginons Bonsoro Guillaume, il est en contact avec certains militaires, certains gendarmes, certains policiers. Ok. Alassane, il est le président de la République. Il y a une marche. Des gens demandent à faire des manifestations au pays. Est-ce que vous comprenez? Et cette marche, il doit avoir des policiers qui doivent quand même assurer la sécurité des marchands, des militants. Et parmi ces policiers, il y a un chef. Donc ce chef va se déplacer avec ses unités. Donc imaginons que Soro Guillaume qui est en contact avec ce chef policier et le policier aussi qui est en contact avec le gouvernement, mais le gouvernement ne sait pas que
ce policier est en contact avec un opposant politique du pays. Donc Soro Guillaume va dire maintenant à ce policier-là de donner l'ordre à ces éléments d'abattre les manifestants dans le but de mettre les faits sur le président de la République. Comme ça, la presse internationale va dire à la ceinture les civils en Côte d'Ivoire. Et si lui, il est d'accord avec celui qui est l'opposant, parce que l'opposant lui a proposé certains postes, mais il va exécuter, arriver sur le terrain, au lieu de sécuriser les militants, mais il va donner l'ordre de les abattre. Donc ce jour-là, ces éléments vont commettre des crimes contre l'humanité. Mais les gens, ils vont voir qui? Ils ne vont pas voir un petit Soro qui a donné l'ordre à côté, mais ils vont dire c'est Alassane. C'est Alassane, non, c'est Alassane. Pendant ce temps, il n'y a pas de preuve. Alassane sait qu'il n'a pas donné d'ordre à ce dernier d'aller commettre des crimes. Mais puisque ce dernier, il est là pour la République, tout le monde va dire c'est Alassane. Or, Soro Guillaume, le malfaiteur, il est caché quelque part là-bas. Personne ne sait que c'est lui. Et puis, il est là, il sourit. Donc, voilà ce qui peut se passer dans une crise. Voilà pourquoi, quand je fais cette vidéo, je n'accuse personne. Mais je demande aux gens d'élargir leurs pensées. Parce que tous les scénarios sont bons pour pouvoir atteindre son objectif dans la vie. Donc, voilà ce que je tenais à dire. Donc, si les gens pouvaient réfléchir sur ça, pour encore approfondir les enquêtes, ça peut venir. La mort de ces femmes-là peut venir du côté de Gbagbo ou comme du côté du commando invisible. On ne sait jamais. Parce que les militaires de Côte d'Ivoire, on sait que c'est des gens, ils ne sont pas fidèles à 100%. Ils ne sont pas fidèles à la République et tout. La preuve en est que Soro Guillaume a confirmé ça. Qu'il en contact avec les Ouattao, les trucs. Et que c'est Kone Zakaria seulement qui a refusé. Imaginons que Soro Guillaume, par rapport à son complot qu'il a fait, il manipulait les militaires ivoiriens et ceux-là, ils tuaient les civils. Ils vont dire c'est Alassane, non? Pendant ce temps, Alassane n'a rien à voir là-dedans. Donc, vous comprenez déjà le scénario. Pourquoi je demande aux gens de mettre balle à terre pour pouvoir approfondir les enquêtes. Car la vérité est peut-être quelque part. Est peut-être quelque part. Donc, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la République ivoirienne. Vive l'opposition. Vive les Ivoiriens et les Ivoiriennes. En ensemble.